Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Il fera un petit peu moins beau sur le nord de la France, mais donc ça va nous permettre de parler tranquillement de politique, évidemment de la Grèce, des primaires à gauche, des résultats de Clichy-la-Garenne, de l'éducation, parce que bonjour Benoît Hamon, vous avez été ministre de l'éducation, de Christiane Taubira, bref, de tous les sujets d'actualité. D'abord, est-ce que vous êtes favorable, maintenant que vous êtes sorti du gouvernement, à l'idée, c'est ce qui a été exprimé par Aurélie Filippetti, qu'il faut peut-être maintenant envisager sérieusement, si la descente ou la dégringolade de François Hollande continue, d'envisager les primaires à gauche? Écoutez, ces primaires, elles n'auront lieu que si François Hollande n'est pas candidat à sa propre succession. Moi, j'ai toujours été favorable aux primaires, mais dans l'hypothèse où le président sortant serait un nouveau candidat, ça me paraît guère praticable. Donc je pense que elle le souhaite, parce qu'elle dit finalement on a organisé les primaires, on a inventé entre guillemets dans la vie politique française les primaires, donc si on les a inventées, je vois pas pourquoi on continuerait pas. Non mais on a raison de vouloir préserver un acquis démocratique qui nous a permis non seulement de choisir un candidat, mais de lancer un mouvement qui nous a conduit à la victoire. Là où la droite va essayer de copier l'exercice, j'espère qu'elle le réussira, et on a tout intérêt à ce que la démocratie soit vivante. Donc les primaires, c'est bon pour la démocratie. Je le redis, si le président sortant est candidat, on le voit mal se soumettre à une primaire, s'il la perd... Et vous le déplorez ou pas? J'ai l'impression de vous prendre de court. Non, j'ai une réserve, c'est que j'ai formulé une position en faveur d'une primaire dont on sait qu'elle n'aura pas lieu si le candidat sortant est candidat. Voilà, j'ai pas envie tellement de perdre mon temps à ça. Par contre, s'il n'est pas candidat, à l'évidence, les primaires devront se dérouler. Est-ce que vous considérez que le congrès de Poitiers, donc, a été une mascarade dans ce domaine-là? Parce que si vous êtes en train de nous dire que tout est organisé par le président, par le Premier ministre et par Cambadélis pour qu'il se représente, donc on a l'impression que tout ce qui peut maintenir de la démocratie à gauche, finalement, ça sert à rien, puisque tout est réglé. Le congrès de Poitiers, il avait comme objectif quoi? De maintenir un statu quo et que les choses puissent continuer comme avant et que Manuel Valls puisse poursuivre la politique économique et sociale qu'il désire. C'était l'objet du congrès, et de ce point de vue, quand le congrès de Poitiers offre un bel exercice de rassemblement en faveur d'une prétendue inflexion des politiques économiques à gauche, on a bien vu, mais 48 heures après, avec l'examen de la deuxième lecture de la loi Macron, c'était pas le cas. Que c'était absolument pas le cas, et que de ce point de vue, ce qui doit nous interroger, c'est à quoi cela sert-il de nous livrer à un exercice coûteux, un congrès, pour tenir une parole dont on sait pertinemment qu'elle n'engage absolument personne. Mais on a connu dans l'histoire de la gauche, Benoît Hamon, des congrès extrêmement agités, violents, etc., etc. Et là, finalement, il y a eu une opposition, mais elle était bien gentille, puisqu'elle a accepté finalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire... Mais vous acceptez le verdict de la démocratie militante, qui veut qu'il y ait une motion qui recueille une majorité de voix, celle du gouvernement, 60% de voix, et qui appelait une inflexion, et avec des ministres signataires, inflexion qui évidemment... Et au lendemain du congrès, par exemple, je recevais Cambadélis, Jean-Christophe, qui a dit à propos de Montebourg, qui évidemment le dimanche avait publié un grand article dans un journal, il dit c'est un planqué au fond. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des mots très très durs pour ceux qui veulent incarner ou qui tentent d'incarner quelque chose d'autre. Se planquer aurait consisté à rester dans un gouvernement avec lequel on ne partageait pas les choix économiques, considérant que chacun dans son couloir de nage pouvait barboter tranquille. Et ni Arnaud Montebourg, ni Aurélie Filippetti, ni moi-même n'avons choisi de barboter tranquille dans le gouvernement. Donc vous n'êtes pas un planqué? Non, mais je pense que c'est planqué, c'est pas correct comme expression. C'est à l'égard d'un autre socialiste. Jean-Christophe Cambadélis a le droit de ne pas être heureux de la tribune co-signée à l'époque par Mathieu Pigasse et Arnaud Montebourg. Il a le droit de ne pas être heureux que l'on montre la réalité économique et sociale en face, que l'on ne soit pas dans le déni. En même temps, qualifié de planqué, un ministre qui pendant 2 ans et demi s'est consacré à la réindustrialisation du pays, n'a pas ménagé sa tâche pour éviter des plans sociaux et un certain nombre de fermetures d'usines, je trouve ça... Alors, question fondamentale, puisque vous avez participé à ce gouvernement, vous avez fait la campagne de 2012, vous êtes maintenant à l'extérieur. Est-ce que vous considérez, parce qu'il y a pas mal de gens à gauche, par exemple, quand Mitterrand a fait 2 septennats, qui se sont posé la question de l'efficacité de tout ça, est-ce que vous considérez aujourd'hui que du point de vue de la gauche que vous représentez, le quinquennat de François Hollande est un échec? Je parle du point de vue de la gauche, parce que... À cette étape, je ne peux pas donner
un verdict identique pour tout. Sur les questions éducatives, par exemple, je pense que le travail de fond payera. Vraiment. Je pense que sur les questions de justice, sur les questions de santé, ce qui est engagé payera également. En clair, qu'il y aura moins d'inégalités à la fin du quinquennat de François Hollande. Et ça, c'est un acquis important. Je pense cependant que sur la question sociale, qui reste une question centrale pour moi, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai exprimé avec d'autres des désaccords. Je pense qu'il n'y est pas. Pourquoi ? Parce que finalement, nous nous sommes alignés sur une politique un peu standard dans l'Union européenne, une position de nature principalement libérale. Il faudrait déréguler l'économie française pour qu'elle soit plus compétitive. Macron dit le contraire. Macron dit on va continuer la régulation, mais on va essayer de faire la dérégulation. Oui, mais j'ai compris. Non, mais lui répond à cet argument en disant finalement il y a des blocages qu'il faut faire sauter parce qu'autrement ça créera pas d'emploi. Mais absolument. Mais on peut prendre une position qui est de dire il faut faire sauter des blocages pour créer de l'emploi. Ben voilà. La question c'est quand on fait sauter ces verrous, sont-ils efficaces ? Je prends un exemple. On vient de nous dire qu'un des verrous à l'embauche, c'était le fait que on ait des indemnités qui soient payées à un salarié victime de licenciement abusif trop élevées. La réalité, c'est le passage devant les prud'hommes et le plafonnement. Dites-moi, quel chef d'entreprise, au moment où il réfléchit à une embauche, pourquoi ? Parce qu'il veut conquérir un marché, se développer sur le plan commercial, réfléchit donc à l'hypothèse selon laquelle, dans 3 ans, il va devoir licencier la personne en infraction avec la loi, parce qu'on parle de licenciement abusif, et que dans ces conditions, il ne veut pas payer. Personne, fort heureusement, ne raisonne comme cela. Et quand on l'embauche parce qu'on en a besoin. Donc, imaginez qu'en plafonnant les dommages et intérêts pour des salariés victimes de licenciements contraires à la loi, accélérera les embauches, je n'y crois pas. C'était une demande. Mais Christian Paul, vous et d'autres, prenez cet exemple parmi justement les articles qui sont très nombreux. Il y a aussi les autocars, les taxis, beaucoup de choses qui sont dans la loi qui permettent peut-être. Vous faites le même constat. Il y a un problème de chômage. Mais je peux vous dire une chose. Moi, je ne suis pas en désaccord avec le fait qu'on mette davantage de concurrence dans certains secteurs. J'ai moi-même été l'auteur d'une loi, la loi consommation, qui vous permet de résilier votre assurance quand vous voulez, désormais, alors que c'était pas le possible avant, pour l'assurance auto ou l'assurance habitation. J'ai mis en place une loi qui permet plus facilement de faire jouer la concurrence entre compagnies d'assurance et banques au moment de l'assurance, où on passe une assurance emprunteur. Donc ce type de régulation, vous y êtes plutôt favorable. Elle fait gagner de l'argent aux consommateurs. Mais là où je conteste que ce soit efficace pour la libéralisation des autocars, c'est quoi ? C'est qu'on prend acte d'inégalités qui vont exister entre ceux qui auront les moyens de se payer le train, ceux qui n'auront pas les moyens, ces lignes qui étaient des lignes non rentables de chemin de fer qui seront finalement fermées au profit d'autocars. Je pense que ce modèle-là, dans ce cas-là, n'est pas le bon et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus pragmatique des questions de concurrence. Il ne devienne jamais ministre de l'économie. Non, mais ça correspond. Moi, je pense que non, mais je parle de votre c'est Manuel Valls, le Premier ministre. Et ce sont des arbitrages de Manuel Valls. Mais Emmanuel Macron, il met en œuvre la politique voulue par Manuel Valls. Manuel Valls a voulu un tournant libéral au quinquennat de François Hollande. Il l'a voulu, il le met en œuvre, il sera jugé au résultat. Je vais être encore franc avec vous, beaucoup de gens, par exemple Duflot et d'autres, et on a le sentiment que vos arguments, on les entend, on les écoute avec intérêt. Mais on a le sentiment qu'il y a aussi par-delà tout ça une sorte d'allergie à Manuel Valls, c'est ce qu'il représente. Je ne parle pas forcément de vous, mais écoutez, moi j'ai une allergie au chômage et aux mauvaises politiques dont on nous dit qu'elles vont résoudre le chômage et ne les résolvent jamais. C'est-à-dire, il faudrait peut-être qu'on regarde une réalité aussi en face, c'est que, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, un certain type de politique économique, mis en œuvre depuis 20 ans, n'a pas permis de sortir la zone euro d'une faible croissance et d'un niveau exceptionnel de chômage. Et d'un niveau, mais rajoute d'un niveau exceptionnel d'inégalité. C'est l'argument de Macron, il dit c'est parce qu'il y a un chômage considérable qu'il faut en partie déréguler. Moi, je ne crois pas que ce soit en s'alignant sur ce qui s'est fait en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs, et qui n'a pas forcément fonctionné, que ça réussira. C'est à cela qu'à mon avis, il faut être allergique aujourd'hui, et qu'il y a un devoir d'être allergique. Question, le parti de gauche, Mélenchon, d'ailleurs c'est l'occasion ce matin de rendre hommage à François Delapierre, victime d'un cancer foudroyant. Le parti de gauche a beaucoup défendu Tsipras qui a rendez-vous avec l'Eurogroupe, avec les ministres des Finances, avec le FMI et avec la Banque centrale ce matin. Dans cette affaire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il va falloir qui change fondamentalement son point de vue, qui change sa politique pour sauver son pays, ou est-ce qu'au contraire, c'est les Européens et les organisations internationales qui doivent céder ?
Bon, d'abord, je me joins à votre hommage à François Delapierre, que je connaissais bien, qui était outre un grand militant, mais aussi une belle personne. Donc, merci de lui avoir rendu hommage. Sur la Grèce, la situation dans laquelle est... Ça fait le 12e sommet, c'est plus possible. Oui, mais pour gagner du temps, d'ailleurs, on sait très bien. En clair, pourquoi moi je pense qu'il y aura un accord? C'est parce que la saison touristique va s'ouvrir en Grèce et que pendant les 2 mois d'été, la Grèce doit réaliser 40 milliards d'euros de contribution au PIB, sur un PIB de 240 milliards. Donc tout le monde a intérêt à ce que l'argent rentre et pas que les touristes y aillent pour trouver des banques fermées. Pourquoi? Parce que la Grèce serait sortie de la zone euro et que les banques... Donc d'après vous, ce soir, on en sort. Oui, mais ce qui sera sur un accord à minima, la question qui sera posée, c'est envisage-t-on ou pas de restructurer d'une manière ou d'une autre la Grèce? Que reprochent finalement Tsipras et les Grecs aux différents plans du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne? C'est que pour l'essentiel, les recettes fiscales qui ont été dégagées en Grèce ont servi à rembourser qui? Les créanciers privés, c'est-à-dire ceux qui avaient parfois trop prêté de l'argent à la Grèce ou alors spéculé sur la dette grecque. Et ce sont les grandes banques européennes ou étrangères ou occidentales qui se sont fait rembourser en premier. Et c'est le reproche qu'ils leur font. Pourquoi? Parce que ils ont le sentiment d'avoir consenti beaucoup de sacrifices pour finalement d'abord rembourser les banques et qui étaient co-responsables de leur situation. Dans la situation qui précédait son arrivée au pouvoir, ça commençait à s'arranger et que lui, il a créé finalement en son pays une sorte de croissance zéro, une méfiance considérable et l'argent fuit les banques à la vitesse de la lumière à la hauteur de 2 milliards par semaine. Bon, la réalité, c'est que ce qui a créé la situation la plus terrible de la Grèce, faut se souvenir que c'était le gouvernement conservateur grec qui a mis le pays dans cette situation avec une commission européenne qui déjà à l'époque considérait qu'on maquillait les chiffres et les statistiques en Grèce. Tsipras lui a hérité, il est le gouvernement issu de la crise et il est arrivé porté par une volonté populaire. Là où il y a un discours hypocrite de la Commission européenne, pardon de le dire, c'est quand j'entends les commissaires parler de respect du peuple grec et en même temps de respect des engagements de la Grèce vis-à-vis des institutions internationales. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas beaucoup le vote du peuple grec du côté de la Commission européenne et qu'on lui demande d'une manière ou d'une autre, même en habillant tout cela, aujourd'hui de payer et de se réformer au prix d'un coût social considérable pour le peuple grec. Moi, j'attends du président de la République et du Premier ministre français qu'il joue un rôle politique dans cette affaire. C'est-à-dire que la France ne soit pas un acteur ou une actrice parmi d'autres de la crise grecque, mais que l'on regarde, nous, la responsabilité qui est la nôtre. Et je pense que la responsabilité de la France, c'était aux côtés d'abord des citoyens grecs qui aujourd'hui expriment la volonté que leur pays s'en sorte. Merci Benoît Hamon d'être venu ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Je rappelle que vous avez été donc ministre de l'Éducation, on parlera de l'éducation à un autre jour, étant donné que la Grèce évidemment est au cœur de l'actualité de toute cette matinale. On va retrouver nos amis de LCI, bien évidemment, et de Radio Classique dans un instant.